Bienvenue dans ce premier épisode de Parodie d'Histoire. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous allons voir la Chine de 1932 à 1949. Mais pourquoi commencer par ça? La réponse est simple, Billy. C'est parce que j'y suis obligé pour avoir une bonne note, Billy. Enfin voilà, maintenant, place à la Chine. Déjà, que s'est-il passé dans le continent asiatique avant 1932 hein? Et comme partout, il y a eu beaucoup de guerres. On va s'attarder sur quelques-unes d'entre elles qui, selon moi, ont changé le visage de la Chine de façon indélébile. En octobre 1911, le jeune, mais alors, très jeune empereur Puyi est le dirigeant suprême de toute la Chine. Mais faute à beaucoup de problèmes internes et d'autres soucis, c'est en ce temps qu'éclate une révolution en Chine dans le but de défaire du pouvoir cette dynastie des Qing. Enfin voilà. Cette révolution verra donc s'affronter deux camps, des pro-démocratiques et des pro pour la dynastie. Aussi appelée la révolution Xinhai, elle verra l'addition de l'empereur en 1912 et qui mettra fin à plus de 200 ans de règne féodal en Chine. Qui aime le Japon ici? Ouais. Ok, bon, celle-là vous allez peut-être l'aimer, un peu plus que les autres. C'est en 1931 que le Japon, notre cher pays du soleil levant, non, il n'y avait pas encore les mangas, tu te calmes là-bas, déclare la guerre à la Chine pour récupérer du nouveau territoire. Oui, comme d'hab. Hein. Et on va dire que la Chine n'est pas vraiment parée au combat, car devant déjà s'occuper d'une autre révolution dans son territoire en 1931, mais on en parlera plus tard. Ouais, s'ils continuent, ils vont nous piquer le titre du pays de la révolution. Espèce d'enfoiré. Donc en 1951, le Japon envahit la Mandchourie. Environ tout ça, quoi. Ouais, ça fait gros. Alors vous allez me dire, victoire facile de la Chine, car il y a une sacrée différence de puissance à première vue, mais dans les faits, les Chinois font balayer rapidement, hein, car de 1, ils avaient d'autres soucis, et de 2, que l'armée chinoise était loin, mais alors très loin, d'être ce qu'elle est aujourd'hui, mais on y reviendra encore un peu plus tard. Mais monsieur Xeno, pourquoi le Japon attaque la Chine? Vas-tu encore me demander, Billy? Parce que tu es sciant, Billy? Eh bien, c'est simple, Billy. C'est parce que le Japon est faible. Faut développer, je crois. Le Japon, qui était pendant des années un pays isolationniste sous la direction du shogun, se croyait être la première puissance au monde. Hein. Ils étaient tranquilles, peinards sur leur île. Mais un jour, les Américains, comme toujours venus répandre la démocratie et la liberté, sont venus leur rendre visite à grands coups de canon. Les Japonais, devant cette généreuse invitation, ouvrirent leurs frontières, puis à nouveau de la guerre. Et ouais, la sauce favorite de l'être humain en général, ce qui entraîna la remise en place de l'empereur, la fin du shogun. Mais alors, pourquoi faire la guerre à la Chine, vas-tu encore me demander, Billy? Hein? Car le Japon s'était cru pendant des années comme puissance numéro 1, mais à l'ouverture de ses frontières, elle a bien vu que non, hein, tu prends la réalité dans la face. Et donc, il fut décidé de reformer l'armée japonaise sur un modèle occidental, et en plus précisément, sur un modèle français. Sortez le camembert. Bon, le Japon se refait une santé, finalement, mais il lui manque un truc pour être une puissance, hein, comme l'Occident. Il lui manque un petit truc. Et c'est quoi? Bah c'est des colonies. Si t'as pas de colonies, t'es une merde. Alors, ce qui conduira en 1910 à l'annexion totale de la Corée par le Japon, puis en 1931 à cette fameuse guerre pour la Mandchourie.
que le Japon gagnera, et pour administrer cet endroit, ils vont mettre à la tête ce gars. Quoi? Vous le reconnaissez pas? Oh, vous êtes sûr. Suivez un minimum. Et ouais, Puyi recouvre un peu le pouvoir en tant que vassal du Japon. C'est mieux que rien. Enfin voilà, retenez que le Japon gagne et que la Chine se fait amputer d'un gros morceau de territoire. Et comme la France et l'Allemagne, il y aura un certain principe de revanchard. Hein. Bon, maintenant que vous avez une idée de comment est la Chine et dans quel état elle est à l'époque, on passe au vif du sujet. En 1932, la Chine est encore en guerre civile depuis 1927. C'est bon, sortez le champagne les mecs. On va s'affronter en Chine, les nationalistes, sous la domination du Kuomintang, dirigé par Chiang Kai-shek. Voilà. Et en face, les communistes sous le PCC, ou Parti communiste chinois, dirigé par Mao Zedong. Je suis sûr que celui-là vous l'attendiez. Qui au passage est soutenu par... Enfin, la guerre fait rage en Chine car personne n'est d'accord et en plus des deux principaux convois, il y a plein de petits chefs de guerre qui se disent « Moi aussi je vais faire ma Chine, hein !» Parce que voilà. Donc énorme bordel politique car personne n'est d'accord pour une Chine. Tout le monde veut faire sa petite Chine dans son coin. La victoire de cette guerre civile est rapidement vue en faveur du Kuomintang car malgré le soutien de... J'adore l'ours russe. Le PPC a malheureusement connu d'importantes défaites. Le genre de défaite où t'as du mal à te remettre debout. Pour te donner une idée, c'est comme si Rocky se ramenait, te foutait une grosse droite dans la gueule, tu pourrais te relever, mais t'aurais mal. T'aurais très mal. Et donc, en Chine, une véritable chasse aux communistes commence, afin de les anéantir jusqu'au dernier. Mais rien ne se passera comme il faut, et en 1936, le Japon voulant encore s'étendre décide de faire une stratégie digne des plus grosses conneries du monde. Ah mais je vous jure. Laissez-moi vous expliquer. En 1936, les Japonais, pour avoir une raison de faire la guerre à la Chine, décident de faire sauter un chemin de fer, près de la frontière, à un endroit où tout le monde s'en fout. Il n'y a qu'un seul but, c'est que pas loin, t'as une caserne chinoise d'un côté, et de l'autre t'as une caserne japonaise. Voilà, c'est à la frontière, d'un côté t'as une caserne. Et donc, les Japonais arrivent, font sauter les rails de leur côté, et tout ce qu'ils espèrent, c'est de voir les Chinois arriver, et ils les prennent sur le fait en mode « Ah, c'est vous qui faites sauter nos rails, sabotage militaire, on vous déclare la guerre. » Le problème, c'est que l'explosion fait presque rien. Elle endommage tellement pas les rails, que même après, il y a un crack qui passe dessus en mode « YOLO, on s'en fout. » Comme quoi, c'est pas vraiment le moyen de déclarer la guerre. Mais c'est pas fini. Et c'est rebelote en 1947. Et c'est à ce moment-là que la guerre sera déclarée. Et là, on va bien rire. Car le pont Marco Polo, enfin l'accident du pont Marco Polo, est une véritable blague selon moi. Pour faire simple, en 1947, des groupes japonaises s'entraînent à côté du pont Marco Polo, au niveau de la frontière. Ils remarquent durant leur entraînement qu'il manque un des leurs. Donc immédiatement, c'est les accusations, c'est les Chinois, ils l'ont kidnappé, ils vont lui soutirer des informations, faut leur déclarer la guerre, faut les récupérer notre camarade. Problème, c'est que le camarade revient. Il était parti dans une maison close, passer le temps. Et ben voilà, donc, à mon avis, pour éviter de se déshonorer et de se seppuku directement, les mecs se sont dit, on va quand même rester suraccuser les Chinois, Ouais. Il y a dû avoir toute la compagnie qui a dû dire, ouais, c'est de la faute des Chinois. C'est pas de notre faute, il n'y a pas de déshonneur, c'est de la faute des Chinois.
Et donc, l'empereur Hirohito, grand empereur du pays du soleil levant, du pays du manga et des soucis, décide d'en profiter et envoie un ultimatum à la Chine. Voulant à peu près toutes les côtes chinoises, toutes les côtes du territoire chinois, dedans sur la mer et tout ça, sinon on leur déclare la guerre. Évidemment, le gouvernement chinois il est en mode non, non, non. Voilà. Ce qu'il fait que la guerre est déclarée de nouveau. Et je vous laisse deviner qui va gagner la guerre. On va faire un petit récapitulatif pour vous aider au niveau du matériel de chaque armée. J'ai pas les chiffres exacts, mais ça va vous donner une idée. La Chine comporte une armée nombreuse, mais assez mal équipée. Elle n'a presque aucun tank, aucune division de tank ou quoi. Une marine dépassée et presque pas d'aviation. Du côté japonais, ils ont une armée moins nombreuse, ils ont des tanks, une marine d'excellente qualité pour l'époque, et surtout une aviation citée à cause d'un avion. Un bisou de guerre, le chasseur 0. Un vrai bisou, je vous dis. Donc selon vous, qui va gagner? Bon, ceci, ça aide quand même un minimum la Chine. Parce que, d'un seul coup, tous les Chinois ils se mettent d'accord sur un truc. Ils peuvent pas être d'accord sur une Chine, mais ils sont tous d'accord pour aller péter la gueule des Japonais. Voilà. Et surtout avec le soutien militaire de l'URSS. Car le Japon, dans son infinie intelligence, s'était dit on va essayer d'attaquer la Mongolie, pour avoir un peu plus de territoire. Le souci, c'est qu'à ce moment-là, la Mongolie, elle est avec l'URSS et elle est communiste. Et donc, l'URSS n'entrera pas en guerre avec le Japon, car ils ont autre chose à faire certainement. Mais disons que y aura quand même du matériel envoyé aux forces chinoises et surtout quelques petites escarmousses en Mandchourie. Mais des escarmousses à la russe. C'est-à-dire
Voilà, voilà. Gloire à l'armée patrie, camarades. Et donc, ce qui devait arriver arriva. La Chine fut quand même pas mal explosée par le Japon. Ouais, quand même. Mais passons quelques joyeusetés du Japon telles que l'unité 731 et les armes biologiques comme les bons biscuits remplis de maladies offerts aux prisonniers chinois. Ouais. Ou encore le massacre de Nankin, la capitale chinoise de l'époque, qui vit des viols, des décapitations, des fusillades à la mitraillette en masse, hein, et autres sympathiques trucs, pour une estimation d'environ 200 000 morts en environ 6 semaines de pillage. C'est bien. Les petites voix de la guerre, hein, les petites voix de la guerre. Mais un événement, une connerie de la part du Japon va pas mal aider les Chinois. C'est le 7 décembre 1941, un dimanche, que la base américaine de Pearl Harbor à Hawaï est attaquée par la marine et l'aviation japonaise. Et alors que les flammes de la guerre déjà brûlent l'Europe avec le Troisième Reich d'Hitler, maintenant c'est le Pacifique et les îles, et toutes les îles du Pacifique, qui vont cramer entre le Japon et les Américains. Et les États-Unis entrent donc dans le second conflit mondial, afin, comme toujours, de répandre la paix, la liberté et la démocratie. Certes, c'est pas, il n'y a pas d'erreur, c'est les ricains. Maintenant que la guerre du Pacifique débute, les Japonais rapatrient une grande partie de leurs forces quand même dans le Pacifique pour exploser du ricain, ce qui va pas mal laisser souffler les derniers militaires chinois qui continuent à résister contre l'envahisseur. Mais comme toujours, je vous passe les innombrables détails, et comme vous devriez le savoir en résumé, les Japonais se font exploser la fan, la marine japonaise est explosée, ils perdent presque tout Iwo Jima. Par exemple, en Europe, la guerre se termine, Hitler est mort, et pour mettre un gros coup de marteau sur le Japon, l'URSS attaque et prend la Mandchourie, puis bombardement nucléaire du Japon, signant ainsi la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'empereur Hirohito enlevé de ses fonctions semi-divines et de celles de l'État du Japon, la Corée se voit de nouveau libre, sous domination russe et américaine, parce que voilà, et la Chine récupère son territoire perdu. Ce qui emmène en 1945, la guerre est finie, la Chine est libre. Que fait-on pour fêter ça? On fait de nouveau la guerre! La guerre! La guerre! La guerre! La guerre! Le Kuomintang contre le BBC. Communiste contre nationaliste. C'est le retour. Et vous savez ce qui a lieu peu après, Guerre froide! Les communistes, c'est les méchants! Alors maintenant, les anciens alliés contre les Japonais se disent ok, maintenant, ils sont plus là. On prend où on en était. Résultat, encore plus de guerre. Vive la guerre. Et ce coup-ci, les communistes, ils sont de nouveau soutenus par l'URSS. Mais ce coup-ci, ils envoient des hommes sur place pour les aider. Ah bah oui. Ah bah on se fait passer. Le Kuomintang, lui, soutenu par les ricains, ne reçoit que peu de matériel. Alors pour résister aux communistes, c'est pas très facile quoi. Ce qui fait que le Kuomintang perd territoire sur territoire, bataille sur bataille, et se retrouve seul sur l'île de Taïwan, ancienne possession japonaise, remise aux Chinois. Et de là, se termine l'année 1949. Avec le PCC qui a récupéré presque toute la Chine, se disant être la Chine, la seule et la vraie, et le Kuomintang, réfugié sur Taïwan,
ancienne possession japonaise, hein, se disant être Lacine. Les deux, ils se disent être Lacine. Ah ouais, les mecs. Ah bah là, je vous souhaite bonne force parce que vous avez du territoire à récupérer, les mecs. Bonne force.